le gouvernement qui est issu d'une candidature de M. Sarkozy, tout le monde se souvient que l'intéressé allait dans les usines, il prenait la voix de Jean Jaurès, mimait presque les accents de la CGT. Mais les usines, il les a abandonnées pendant son mandat. Et aujourd'hui, nous contemplons les dégâts sur les territoires. Donc la question, c'est quelles sont les solutions ? On allait voir ce qu'on allait voir, mais un an après les discours de campagne, le PS bute à son tour sur le sujet brûlant des fermetures d'usines. Alors quel message a succédé à ce volontarisme de la campagne? Comment s'expliquent les couacs et les changements de discours? Et quelles stratégies de communication ont choisi les têtes de l'exécutif face aux cascades de fermetures d'usines? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, Arnaud, Jean-Marc et François en pompiers du Made in France. Avec nous, 4 invités. Guy Alvez, communicant de l'agence Big Malion. Philippe Lenchener, communicant également proche d'Arnaud Montebourg et chargé par le gouvernement d'une mission Marque France pour valoriser, comme son nom l'indique, la marque France. Elsa Fresnay, journaliste politique aux Échos, vous avez suivi les épisodes à rebondissement des feuilletons Florange, PSA, Petroplus et j'en passe. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission pour analyser ces discours. Des discours conçus pour rassurer et redonner l'espoir, mais qui parfois vieillissent mal, comme certains des discours du candidat Hollande, un candidat qui avait, on s'en souvient, tenu à réaliser un certain nombre de déplacements dans des usines menacées de fermeture, par exemple Petroplus en janvier 2012. Il y a une urgence financière qui doit, je l'espère, aboutir à ce qu'une ligne de crédit soit enfin consentie. Il y a une deuxième urgence, qui est l'urgence industrielle. Il doit y avoir un opérateur, Petroplus, je ne sais pas, un autre, c'est à l'État de le rechercher, et ça sera notre responsabilité, je l'espère, à partir du mois de juin, mais il n'y a pas de temps à perdre. Il faut qu'il y ait un opérateur qui investisse sur le site. Ah, des mots très forts, hein. Ce sera notre responsabilité. Et quelques semaines plus tard, à Florange, il reprend l'idée avancée par les syndicats, l'idée de nationalisation temporaire. On l'écoute. Il est un peu plus de 12h30. Le candidat socialiste arrive sur place tel une star de rugby dans une mêlée. Non sans difficulté, il réussit à se rendre avec les représentants de l'intersyndicale sur une scène improvisée. Le message est clair, il n'est pas question pour lui de laisser tomber les salariés de Florange et d'Hayange. Il faut qu'une loi soit très rapidement adoptée pour traiter ces situations. Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. La solution, ça suppose d'abord de faire pression sur Mittal pour qu'il réouvre le plus vite possible les hauts fourneaux. La solution, c'est si Mittal ne veut pas garder cette activité, qu'il la cède à ce moment-là à un repreneur qui puisse la faire vivre. Des solutions, c'est Ulco, ce projet de grande modernisation qui va permettre de faire travailler ce site. La solution, c'est d'avoir confiance dans l'industrie sidérurgique et de la soutenir dans la durée et pas simplement lorsqu'il y a une difficulté. Voilà, la solution. Le problème, c'est que toutes ces solutions égrenées par le candidat n'ont pas été mises en œuvre, hein, ce qui a amené, on s'en souvient, en décembre, à l'annonce de la fermeture définitive des hauts fourneaux. Du coup, les ouvriers lui reprochent ses promesses de campagne. Alors, question, ces promesses étaient-elles imprudentes et a-t-il eu tort de tenir ses propos avec le recul, Guy Alvez? On est dans le cas classique du discours de campagne électorale qui, dans la durée, va se confronter au discours de réalité du quotidien. La vraie question, est-ce que François Hollande pouvait tenir un autre discours à ce moment-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il intéresse sa campagne. C'est-à-dire s'il était allé à Florange ou à Petroplus pour dire « je ne peux rien faire pour vous », on se souvient de 2007 et de 2007, pardon. De 2002 et de Lionel Jospin. Donc on est en face d'un vrai sujet pour les hommes politiques qui était soit le discours de franchise, soit un discours de l'instant. Et c'est vrai que pendant les campagnes électorales, l'efficacité et l'obligation de résultat priment sur cette espèce d'obligation d'honnêteté intellectuelle et de pédagogie. Le temps ne le laisse pas à la pédagogie. Donc ils sont obligés de faire au plus vite et au plus efficace à l'instant, mais le temps se rappelle à eux très très rapidement. Voilà, quitte à le payer au prix fort. Oui, Philippe Lenchener, vous êtes d'accord? En fait, il y a deux possibilités, on n'a pas le choix, et donc pour être efficace, il faut dire...
On va dire ce qui marche dans l'instant. Je crois qu'on aura 2 émissions dans votre émission. Il y a l'analyse de la campagne qui est une chose, l'analyse de ce qui se passe en ce moment qui répond pas du tout au même fondement stratégique, mais on en parlera dans quelques instants. Il y a l'analyse de la campagne vue d'aujourd'hui. Par contre, ce que dit Guy est 100% juste. Il a un lapsus sur 2007-2002, il revient à 2002, mais la bonne référence c'est 2007, c'est-à-dire que François Hollande sait ce qui a fait perdre Ségolène Royal. Et il sait que Ségolène Royal a raté son rendez-vous avec la gauche. Lui a décidé une chose, il ne ratera pas le rendez-vous. Et donc, du coup, il y a ce discours industriel très volontariste qui a 2 mérites. Le premier, c'est de rassurer la gauche, on ne refera pas Ségolène Royal dans la campagne de 2012. Et la deuxième, c'est de taper sur Sarkozy, qui était venu, qui a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc voilà. Voilà, sauf que le problème, c'est qu'effectivement, il tape sur Sarkozy, ça marche pas dans la campagne, mais avec un peu de recul, on se dit, pour quelqu'un qui voulait se démarquer de Sarkozy, on a l'impression qu'il suit un peu le même chemin. Elsa Fresnay, enfin, entre les promesses volontaristes du début et puis finalement les réalités, est-ce que c'est ça finalement? En fait, c'est le piège de Florange pour François Hollande, c'est que paradoxalement, quand il se rend à Florange, il essaye de ne pas trop promettre. Et il dit sur la camionnette, je ne ferai pas comme un certain président qui est venu à Gandrange, etc. Il veut marquer le contraste. Et c'est quand les journalistes l'interrogent, quand il descend de la camionnette, et que les journalistes le poussent, qu'il est obligé d'en dire un peu plus. Voilà, c'est là qu'il fait la solution. Voilà, c'est ça. Et par ailleurs, mais qu'il ait dit ça ou pas aux journalistes, de toute manière, l'image en tant que telle, l'image du candidat devenu chef d'État sur la camionnette vaut promesse. Et c'est tout le piège de ce dossier pour François Hollande, c'est qu'il s'y est engagé personnellement et physiquement, et que maintenant, il ne peut que décevoir. Mais du coup, vous pensez que quand il dit ça, il se fait un peu avoir, ou vous pensez qu'il veut être efficace, comme l'ont dit Guy Alves et Philippe Lanchenner, en se disant bah, on promet, on verra bien après? Non, mais il veut quand même être efficace, c'est-à-dire que quand il se rend à Florange, les courbes des sondages entre lui et Nicolas Sarkozy sont en train de se rejoindre. Donc il doit marquer un grand coup, et il faut se souvenir qu'à ce moment-là, Sarkozy commence à faire sa campagne aussi sur la sécurité, qui n'est jamais un terrain favorable à la gauche, et François Hollande veut marquer les esprits sur l'économique et sur le social, et sur le terrain, la Lorraine, où Sarkozy a échoué. D'accord. D'accord, ceci expliquant cela, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un petit peu oublié tous ces éléments de contexte, puisqu'après il y a eu des mois de négociations, on s'en souvient, avec Mittal, la recherche d'un repreneur dont Mittal ne veut pas, qui n'aboutira pas, le tout ponctué de déplacements hautement médiatisés et de retour sur le site de Florange, notamment en septembre dernier, celui du ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. Je vous propose de l'écouter. Attention, concentrez-vous bien, est-il optimiste, pessimiste, à vous de dire sur l'issue de la négociation avec Mittal? Nous sommes maintenant engagés dans un conflit avec ArcelorMittal. Nous y sommes côte à côte et ensemble. Voilà. Nous avons l'argument du projet de loi. C'est un projet de loi qui a été demandé par les organisations syndicales et qui est aujourd'hui sur la table de la discussion avec Mittal, et que Mittal a fait la première concession, qui consiste aujourd'hui à accepter une reprise là où ailleurs, dans d'autres sites, il la refuse. ArcelorMittal a convoqué un comité central d'entreprise pour lundi prochain. Il dira ce qu'il a finalement décidé après ce mois de bras de fer. Il prendra d'ailleurs et en portera seul la lourde responsabilité. Nous ne sommes pas sûrs de réussir, mais nous allons le faire ensemble. À bientôt. Merci. Bon courage. C'est pas gagné, hein. Ministre, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, on ne lâchera pas. Ne lâchez rien, on ne lâchera pas. Il ne peut pas tout vous lire. Il ne peut pas tout dire, mais il emploie des mots très forts, hein. Bras de fer, conflit. Puis en même temps, on ne comprend pas très bien, enfin du moins nous, on n'a pas très bien compris s'il était optimiste ou pessimiste à ce moment-là. Qu'en dites-vous, Denis Bertrand, au-delà des huées hein, qu'on entend autour de lui et qui ont l'air de le perturber un petit peu dans son discours? Oui, vous évoquiez tout à l'heure à l'instant l'abîme entre le discours et la réalité, entre le discours et les faits, comme s'il y avait 2 univers de sens parallèles qui n'arrivent pas à se rencontrer. C'est là qu'ils se rencontrent, en fait. Là, ils se rencontrent et on voit bien l'ambiguïté qu'on voyait d'ailleurs déjà chez Hollande tout à l'heure avec les « je l'espère », c'est-à-dire l'ambiguïté entre une fermeté,
une force d'affirmation, une détermination dans la force d'affirmation et une modulation constante par l'incertitude. Ah d'accord, oui, déjà chez Hollande, il prenait quelques précautions au cas où, mais qu'on n'entendait pas. C'est comme si l'incertitude venait en quelque sorte, comment dirais-je, contaminer la force de persuasion de l'affirmation. Moi je crois que la formule finale qu'il utilise, Arnaud Montebourg, Arnaud Montebourg ici, nous ne sommes pas sûrs que nous allons réussir, mais nous allons le faire ensemble, est terrible. Elle est terrible d'ambiguïté. C'est cette espèce de construction d'un acteur collectif, les syndicats, les ouvriers, l'État, le gouvernement, dans une sorte de symbiose, mais qui est presque de l'ordre de l'incantation, enfin qui est presque de l'ordre de la... On est dans une dimension, je ne veux peut-être pas tragique, mais enfin peut-être pas loin, où il faut construire face à l'abîme qui s'ouvre devant nous, une sorte d'acteur collectif. Oui, c'est tous ensemble contre Mittal. Tous ensemble contre Mittal, tous ensemble contre l'inéluctable. Alors, d'accord, donc ça c'est sur l'effet, voilà, le sens que vous donnez à ce discours, mais la question effectivement, comme l'a dit Denis Bertrand, c'est pas forcément hyper clair, hein, un peu accantatoire. Pourquoi est-il aussi peu clair en fait, c'est confus parce que Arnaud Montebourg détient à ce moment-là des informations qu'il ne peut pas donner. C'est-à-dire que quand il arrive à Florange, le premier rendez-vous entre François Hollande et Lakshmi Mittal vient de se terminer. Le ministre a été débriefé sur le résultat de ce rendez-vous, mais il ne peut pas dire quelle en est la conclusion, puisque c'est à Lakshmi Mittal de l'annoncer le lundi suivant au CCE d'ArcelorMittal. Donc il veut à la fois donner des informations, dire il y a un bras de fer, etc. On a obtenu des choses et en même temps il ne peut pas le dire. D'où la confusion. Sur la forme, il y a quelque chose quand même à noter qui est assez inhabituel pour un ministre. C'est que quand Arnaud Montebourg dit on ne sait pas si on va gagner, mais on va se battre ensemble, il dit quelque chose à peu près comme ça, le ministre devient en une phrase le porte-parole des ouvriers, des syndicalistes. Et c'est un rôle assez inhabituel et qui plaît beaucoup sur place, vraiment, qui a un peu fait grincer des dents au niveau des confédérations, qui disent chacun son rôle. Ah voilà. Oui, d'accord, il devient syndicaliste. Le ministre, pour les confédérations, le ministre c'est l'État, c'est pas le syndicaliste en chef. Oui, voilà. Mais c'est par rapport sur à tout ce problème. Ça plaît en revanche. Effectivement, comme il y a un problème de positionnement peut-être justement du ministre, où est le gouvernement, il y a eu des grandes promesses de campagne, finalement c'est peut-être une manière qu'il a de résoudre ce problème-là, non ? Alors, je ne sais pas si c'est de le résoudre, mais d'en sortir au mieux par le haut. La difficulté qu'on voit là, c'est vraiment la difficulté du rôle de l'homme politique aujourd'hui sur les questions sociales et économiques. C'est que la vérité, c'est qu'ils n'ont pas la main. Là, on parle d'un front commun contre Mittal. Celui qui a la main depuis le départ, mais on parle là de Mittal, mais sur toutes les questions économiques, c'est toujours l'acteur économique. Et vous parliez des acteurs sociaux, des acteurs syndicaux, des acteurs politiques. Personne ne parle à ce moment-là de la réalité économique du secteur et de la filière. La question sur laquelle il pourrait y avoir des avis divergents d'ailleurs et qui pourraient se discuter. Ou pas. C'est qu'on tourne toujours autour de la question. Et le politique ne s'attaque pas à la question parce qu'il n'a pas la main sur cette question-là. Et qu'il a beau montrer des muscles, et tout ce que fait Montebourg, c'est ce que faisait avant Sarkozy, ce qu'a fait avant Chirac. Ils sont tous dans la même capacité, ils n'ont pas les clés pour dealer, pour négocier avec le secteur économique. Ils ont peur, ce que dirait... Et quand Mittal vient à l'Élysée, Mittal ne vient pas négocier à l'Élysée. Mittal vient juste dire à l'Élysée, ça se passera comme ça. D'accord, donc selon vous, déjà les mots bras de fer, d'où la difficulté de l'homme politique qui est d'assumer son rôle d'élu, d'assumer son rôle de ministre de l'Industrie, et en même temps d'être là sur site devant les syndicats et de ne pas pouvoir leur dire les yeux dans les yeux, c'est fini les mecs. Pourtant ils pensent que c'est pas fini justement. Mais je suis pas sûr. Vous pensez qu'il n'est pas sûr que ce soit pas fini. On voit bien dans ses paroles, il n'est pas bien et il sait très bien qu'au fond de lui-même l'issue il la connaît, sauf qu'à l'instant où il peut pas tirer une balle dans la tête. C'est vrai qu'on se pose cette question effectivement parce qu'il dit j'ai des informations, je peux pas tout vous dire et on se demande Philippe Lenchener si à ce moment-là il n'a pas des informations. Alors vous le connaissez peut-être mieux que nous. Qu'est-ce qui se passe à votre avis à ce moment-là? Est-ce qu'il est dans une espèce de com maîtrisé? Il dit j'essaye d'envoyer des messages un peu rassurants, etc. Ou alors il sait juste pas trop quoi faire? Vous l'analysez comment cette image? Bon, moi je vous ai donné une analyse personnelle, je suis le porte-parole de personne, mais j'ai essayé de vous donner une clé pour qu'on comprenne tout ça et qu'on comprenne tout ce qui se passe en ce moment. 85% des hommes politiques aujourd'hui sont sur le rêve platonicien de l'homme politique omniscient qui, par son expertise, est capable d'amadouer par l'intellect la complexité. Et donc ça vous donne très concrètement dans la vie d'aujourd'hui des gens qui vous disent la croissance sera 1,2, Greenspan il est bien, il est pas bien, et puis l'euro il sera 1,35. Ça c'est 85% des politiques, et donc vous avez ce jeu
constant des gens qui disent voilà ce qui va se passer et donc les idiots vous réclament le gouvernement des experts. Vous avez d'autres gens politiques, 15% aujourd'hui, qui disent qu'à l'incertitude succède désormais l'inconnu. Et qu'on ne deal plus avec l'incertain, qu'on deal avec l'inconnu. Donc c'est pas la peine. Le rôle d'un homme politique n'est pas d'expliquer qu'il maîtrise une réalité, car il est condamné à prendre un boomerang. Le rôle d'un homme politique est de créer des dynamiques, d'ouvrir des espaces et de créer des rapports et des possibilités d'évolution, car de toute façon, c'est l'inconnu qui nous attend, donc c'est même pas la peine de dire il va se passer ça. Donc on prend moins de risques à devenir un catalyseur. Donc là, c'est ce qu'il fait. Du coup, mon analyse personnelle, c'est que du coup, Arnaud Montebourg, comme Manuel Valls, ont cette analyse, font partie donc, ils sont minoritaires, c'est 15% de la classe politique aujourd'hui, mais quand on les a tous, ces études d'opinion, 2 ministres surnagent aujourd'hui, avec désormais Christiane Taubira, sur la même base. Sur la même base. Ce sont des gens qui créent des espaces et qui créent du possible. Donc, et du coup, comme Lacan l'a dit, seul ce que l'on nomme existe, on lance des concepts. Et on peut lancer le concept de la nationalisation, du coup. Parce que, comme on deal avec l'inconnu, on verra bien. On verra bien les graines que le temps laisse pousser, et quitte à se mettre un peu du côté des syndicalistes, un peu, oui, Elsa Fresnay. Il y a une limite à votre « on verra bien », c'est-à-dire que quand on lance des concepts comme ça devant un auditoire qui se bat depuis 18 mois, on crée une énorme espérance et que c'est sûr, aucun politique ne peut gagner à tous les coups. Il y a toujours des arbitrages. Mais tout à fait. Attendez, la limite, c'est quelle espérance on crée, quelle espérance on déçoit. J'allais dire que le principal facteur de crédibilisation du discours politique, en l'occurrence là, c'est le rôle des syndicats. C'est quand Hollande va sur son perchoir là-haut ou quand Montebourg est là, celui qui crédibilise à l'instant T, c'est le syndicaliste. Parce qu'il a envie d'y croire. Les syndicats sont contents, la vérité, on y croit, ça marche. Oui, exactement. Sauf que dans les faits, si tout le monde était un petit peu honnête autour de la table, on poserait les vrais sujets et pas juste « et si c'était possible ». D'accord, donc la dimension communication, ce que vous dites sur ces espèces de peut-être de ballons d'essai qui sont lancés ou de dynamiques qui sont créées à un instant T, il y a aussi la dimension, les syndicats qui viennent effectivement la crédibiliser et faire l'image. Donc on a vu Arnaud Montebourg, donc une stratégie de communication. Alors peut-être dans un registre un petit peu différent, on va le voir, le Premier ministre qui lui va reprendre la main à un moment. Alors lorsque finalement le gouvernement renonce à imposer un repreneur à Mittal, eh bien le Premier ministre entre en scène avec une conférence de presse quasiment improvisée un vendredi soir. Alors ce qui est surprenant, c'est que a priori il annonce plutôt une mauvaise nouvelle, mais qu'il présente quand même plutôt comme une bonne nouvelle. Écoutez-le. Le gouvernement avait 3 objectifs. Pas de plan social, des investissements importants sur le site et le maintien des hauts fourneaux de Florange pour permettre la préparation d'un projet industriel d'avenir, le projet Ulcos. Le groupe ArcelorMittal a accepté les conditions que j'ai formulées. Ce soir, je vous annonce qu'il n'y aura pas de plan social à Florange. Le groupe Mittal s'est engagé à investir au moins 180 millions d'euros sur les 5 prochaines années à Florange. La faible activité actuelle en Europe ne me permet pas d'envisager un redémarrage des hauts fourneaux à court terme. Mais le gouvernement a obtenu l'engagement du groupe Mittal de les maintenir dans un état qui permette, le moment venu, la réalisation d'un projet industriel d'avenir. C'est le projet Ulcos. Voilà, alors le problème, c'est que quelques jours plus tard, le projet Ulcos sera reporté sine die, mais déjà, sur le moment, Elsa Fresnay, cette annonce, elle est très mal prise par les syndicats. On parlait de l'accueil des syndicats tout à l'heure. Bon, ils le prennent mal, et pourtant, le Premier ministre tient à annoncer lui-même la nouvelle, à la présenter comme une nouvelle positive. Du coup, on se pose la question, est-ce qu'il pense vraiment que ça va marcher à ce moment-là, qu'on va prendre ça comme une nouvelle positive? Quelle est sa stratégie à ce moment-là? Du point de vue de Jean-Marc Ayrault, cet accord est une bonne nouvelle, parce que lui, son objectif, c'était pas de plan social, des investissements sur le site. On limite les dégâts, quoi. C'est obtenu, il n'y aura pas de mobilité forcée. De son point de vue et par rapport à la situation de plein d'autres entreprises, il l'a répété plein de fois, c'est une bonne nouvelle. Après, dans son intervention, il y a une confusion sur l'avenir des hauts fourneaux.
C'est-à-dire qu'il dit que les hauts fourneaux vont être maintenus dans un état qui permet peut-être le redémarrage, etc. Qui permet une course, oui. Ouais. Ce qu'il ne dit pas, et ce qui est absolument stratégique pour les syndicats, c'est que les hauts fourneaux qui sont encore maintenus tièdes par des petites, qu'on appelle les coupeurs, des petites lampes, ces petites lampes vont être éteintes, ces petites flammes. Et elles vont l'être fin mars, et une fois qu'on éteint un haut fourneau, il ne redémarre pas. C'est-à-dire que si Ulcos est effectivement réalisé dans 6 ans, c'est un nouveau haut fourneau qu'on reconstruira à Florange. Et ça, il ne le dit pas. Et c'est cette confusion qui alimentera le sentiment de trahison quand les syndicats découvriront le texte de l'accord. Et c'est vrai qu'elle est assez floue, hein. Maintenir les hauts fourneaux dans un état qui permette le moment venu. Qu'est-ce que c'est que cet état qui permet? D'accord, donc c'est ça, selon vous, qui a alimenté le mécontentement et puis l'impression de s'être fait avoir, oui, sur l'accueil des syndicats, Galvez. C'est surtout qu'on est aussi dans une séquence où, on s'en souvient à l'époque, où Ayrault cherche à reprendre la main sur Montebourg. On a eu une présence de Montebourg très efficace sur le terrain, et comme vous le disiez très justement, Ayrault a le sentiment d'avoir une bonne nouvelle, et il souhaite être celui qui va l'annoncer. Alors, une fois qu'il a annoncé sa bonne nouvelle, il n'y aura pas de plan social, il faut terminer l'histoire. Et l'histoire va sur la fermeture, etc. Et là, effectivement, on le sent beaucoup moins à l'aise. Mais ce qu'il fait là, c'est la première des séquences de communication très personnelle. Donc, il est dans une logique d'utilisation d'un fait sociétal important et grave pour sa com perso, qui est celle de sa réhabilitation et celle de la remise en main de son rôle de Premier ministre face à son ministre. Mais du coup, on se demande quel est vraiment son objectif. Enfin, si c'est dire c'est moi le patron, c'est moi qui décide, ou si c'est d'annoncer ce qu'il considère comme étant une bonne nouvelle. Il y a peut-être un peu une ambiguïté. Il utilise un début de bonne nouvelle pour lui. Et il en fait un gâteau avec, quoi. Mais alors, ce qui est amusant pour le coup, surprenant, on va dire, c'est que c'est pour ça qu'on peut avoir un doute sur la bonne nouvelle, c'est qu'il fait une tête en disant ça. Enfin, il a l'air complètement sinistre. Et alors, il y a peut-être un petit décalage entre les discours et non. Enfin, je ne sais pas, Denis Bertrand, ce que vous en pensez. C'est-à-dire qu'il a un discours, je trouve, très caractéristique. Il cherche à tenir un discours au plus près du réel. Et au plus près du réel en cadrant, en délimitant, en posant des objets, en étant hyper concret. Il y a un risque majeur à avoir dans ce genre de matière un discours qui touche, qui prétend ou qui entend toucher le réel lui-même. Oui, parce que là, effectivement, pour le coup, là, il n'est pas dans la projection, il ne fait pas de grandes promesses sur l'avenir, enfin, si ce n'est qu'il y aura des investissements et puis le cause, c'est où là, il va être démenti. Philippe Lenchener, un petit mot là-dessus, et puis surtout sur le fait que c'est la dernière. En fait, après ça, le gouvernement, on a l'impression, a complètement renoncé à communiquer sur Florange. En fait, on a l'impression que c'est un peu la dernière étape. Parce que là, vous voyez là la recherche d'un mythe. La recherche d'un mythe, c'est qu'en politique et en économie, il puisse y avoir des finitudes désormais. Or, nous sommes dans le process, et un process qui est irrationnel. Donc, nous sommes que dans un mouvement non maîtrisable. Et là, vous avez l'exemple de ce que j'essayais d'énoncer tout à l'heure, donc de l'homme sachant, parfait, expert, qui maîtrise donc cette économie, ce monde, cette vie de la cité, qui est sachant, qui est l'autorité suprême. Et donc, à un moment donné, on acte. Mais c'est fini, ça. Dans la politique d'aujourd'hui, c'est fini et pour toujours. Vous voulez dire que le tort d'acter, vous voulez dire qu'il a tort d'acter, enfin il a tort, l'erreur, c'est d'acter des... Mais qui peut acter quoi aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire alors s'il ne peut pas acter... On peut acter du mouvement et on peut acter des processus. C'est-à-dire que Mittal est dans un processus qui n'est pas le désengagement, c'est ça? Mais Mittal est Non, mais ce qu'il aurait pu dire, enfin, qu'est-ce qu'il aurait... Oui, il aurait pu dire d'abord que c'est une lutte, d'influence, qu'il y a un État contre un industriel, que les deux ne jouent pas avec les mêmes règles, mais que l'État fera qu'aujourd'hui il y a un point d'étape et que l'État fera ce qu'il peut pour continuer de défendre les salariés. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il marque là un peu le point final et depuis d'ailleurs le feuilleton Florange s'est arrêté dans les discours des politiques. Oui, mais pour une raison simple, c'est que depuis le départ, mais ça fait très longtemps, on ne sait plus avec quelles règles on joue. Et on considère que le monde économique et le monde politique jouent sur le même terrain. La vérité, c'est qu'on n'est pas sur le même terrain et on n'est pas sur les mêmes règles. Et le monde politique a en permanence l'envie de venir sur le terrain du monde économique et de dire, dans mon monde à moi, c'est comme ça, je décide. Et Philippe a parfaitement raison. Le fait d'acter dans le monde économique est impensable. Au pire, on accompagne. Au mieux, on accompagne. Et mais pas on est là une fois pour toutes. On ne met pas, voilà, le 25 mars, ce sera comme ça. Elsa Fresnay, sur justement ce discours qui s'arrête à un moment donné. Alors, ça n'a pas tout à fait été la dernière parole de l'exécutif sur ce sujet. C'est que ça a été un tel cafouillage ensuite en termes de communication, et notamment sur Ulcos. Et puis, on se souvient de la trahison dénoncée par Édouard Martin, etc.,
que le chef de l'État a dû s'exposer personnellement. C'est-à-dire que quelques jours plus tard, en marge d'un déplacement à Emmaüs, il est obligé de dire « je me pose garant de cet accord », ce qu'il ne voulait pas faire jusqu'à présent. Donc c'est là que le piège de Florange se referme sur François Hollande. D'accord, Mittal tiendra ses promesses, confère ce qu'avait dit Sarkozy en son temps aussi. Et en plus, le chef de l'État a promis d'y retourner. Ce qu'avait dit Sarkozy aussi. Donc là, c'est la mâchoire qui se referme. Le piège, alors les fermetures d'usines, il y en a d'autres. On va voir que les stratégies de communication du gouvernement ne sont pas toujours les mêmes. Alors après Florange, où on l'a vu, il s'est mis en première ligne, le Premier ministre s'est montré beaucoup plus discret sur le dossier Petroplus. Tout juste quelques commentaires non filmés depuis le Cambodge la veille du dépôt des dossiers des repreneurs. Du coup, c'est Arnaud Montebourg qui est seul en scène. On l'écoute sur RTL le matin où les offres vont être déposées. C'est le dernier jour pour une offre de reprise concernant la raffinerie Petroplus à Petit-Couronne. 470 emplois sont menacés. L'hôtel Matignon a fait savoir hier soir, les possibilités de reprise sont limitées. C'est une manière de dire qu'il n'y a pas de repreneur, Arnaud Montebourg? Non, limité n'est pas impossible. Nous attendons plusieurs offres. Vous les attendez aujourd'hui alors? Nous les attendons. Il faut qu'elles tombent aujourd'hui. Mais pour reprendre une raffinerie de cette envergure, il faut deux choses. Beaucoup d'argent et du pétrole. Mais ça fait des mois qu'on en parle. Oui, mais notre travail a consisté justement à construire ces offres. Voilà, il a l'air grave, mais il est optimiste quand même, plus que Jean-Marc Ayrault. Pourtant, le lendemain, patatras, l'administrateur judiciaire affirme qu'aucun dossier ne fait l'affaire, mais Arnaud Montebourg reste confiant. Pour les salariés de Petroplus, c'est un coup de massue. Ils espéraient qu'on leur annonce le nom d'un repreneur. En réalité, l'administrateur judiciaire lance aujourd'hui un plan de licenciement. Les gens en ont marre. Maintenant, on a besoin d'une langue de vérité. On ne veut plus d'effets d'annonce. On veut savoir où on va aller. De son côté, le gouvernement veut encore y croire. Nous sommes aujourd'hui parfaitement confiants. Ce sont des offres pour 2 d'entre elles sur les 6 qui ont été déposées, qui sont sérieuses, qui sont crédibles, qui sont financées et qui demandent à être finalisées. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, c'est pas un peu risqué, juste une question très simple, de se montrer aussi optimiste, pour le coup? Philippe Tenchener, vous faites non? Non, parce que ce n'est pas fini tant que c'est pas fini. D'accord, donc on peut être optimiste, quitte à ce qu'on vous remonte demain les images de votre optimisme. Oui, mais ce n'est pas grave, parce qu'à ce moment-là, on jugera le processus, on jugera les efforts faits, on jugera la sincérité et on jugera celui qui a tenté. Celui qui a été volontaire et qui a agi. C'est pourquoi je voudrais souligner que la notion de risque n'existe pas. D'accord, donc il ne faut pas faire des promesses forcément. Vous devez vous occuper des gens dont vous avez la charge. Non, parce qu'on a vu que pendant la campagne, François Hollande avait fait des grandes déclarations qui lui reviennent un peu en boomerang, mais là on était plus dans la promesse, là vous parlez de la dynamique. Oui, là-dessus? Je rebondis sur ce que dit Philippe, et il a raison, s'occuper des gens dont on a la charge. La vraie question, c'est quand on est ministre de l'Industrie, est-ce qu'on a la charge du secteur industriel? Est-ce qu'on a la charge des salariés? Est-ce qu'on a la charge des deux? Je pense qu'on a la charge des deux. La difficulté aujourd'hui dans le discours d'Arnaud Montebourg, c'est qu'on a une forme de parti pris qui est tout à fait compréhensible, eu égard à sa famille politique et eu égard à la conjoncture du moment. Mais il est aussi dans son rôle de devoir favoriser la bonne vie du monde industriel français, le terreau d'investissement pour des investisseurs étrangers. Et c'est là où la difficulté du rôle d'Arnaud Montebourg est à la fois de protéger le salarié, mais il ne doit pas être dans un rôle de repoussoir vis-à-vis de l'investisseur. Et le rôle qu'il prend vis-à-vis de Mittal, par exemple, est très compliqué parce que au-delà de Mittal, il parle au monde industriel et au monde d'investissement. Oui, mais sur l'optimisme, alors, mais justement, parce que Philippe Tenchener, il dit qu'il n'y a pas de risque, Philippe Tenchener. C'est quand même assez drôle que le matin, on est sur un process qui date depuis plusieurs années sur Petroplus, le matin même de la fermeture, le ministre est encore super optimiste en disant pendant 2-3 ans, il ne s'est rien passé, mais il reste encore une chance. Il nous reste 12 heures. Oui, je comprends son rôle. Il est dans l'obligation de ne pas tuer dès le matin à 8 heures le job. La vérité, c'est qu'à 8 heures du matin, quand vous êtes encore dans l'espoir d'avoir une offre pour 18 heures, c'est quoi? C'est que vous êtes naïf? C'est que vous passez pour le vous passez pour le naïf? C'est que c'est son métier qui est terrible. Son métier, à 8 heures du matin, est de dire
et Philippe a parfaitement raison, ce n'est pas fini parce que la course, il reste encore 12 heures. Un petit mot, Denis Bertrand? Je pense que on sent très bien dans sa double intervention que l'espace se resserre. Entre les deux, vous voyez une différence? L'espace se resserre dans sa marge de manœuvre. Enfin, impossible, limité, mais pas impossible, quoi. On sent que ça se resserre. Et moi, je vois des micro-signes sur cette problématique de l'optimisme et de la confiance dans son discours. D'abord, dans l'intervention RTL, son regard oscille de tous côtés, se dérobe, flotte. Enfin, il n'arrive pas à se fixer sur un objet. C'est assez étonnant, même chez quelqu'un qui a une telle maîtrise de la communication. Là, on a un événement du regard qui est assez étonnant. Et quand il prononce ensuite, dans la deuxième intervention, le mot « nous sommes confiants », je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot « confiant » lui brûle la langue. Vite, il s'en débarrasse en passant au mot suivant, comme s'il voulait le dire et le gommer dans le même mouvement. D'accord, ouais, vous pouvez dire qu'il n'est pas forcément très à l'aise avec cette confiance, même s'il ne prend aucun risque. Oui, juste, il a malgré tout, dans sa difficulté, une vraie honnêteté, parce qu'il vous dit les trois clés, il faut de l'argent, un projet industriel et du pétrole. Donc il est honnête. Il vous dit s'il en manque un des trois, ça ne marchera pas. Le problème, c'est que ça fait 2 ans qu'on cherche les trois ensemble. Oui, Elsa Fassenet. Oui, là, sur le fond, sur RTL, il ne va pas trop loin. Après, il est dans le ton volontariste, etc. Oui, bah oui, c'est le ministre optimiste. C'est-à-dire que politiquement, c'est un peu son rôle. C'est-à-dire que le redressement productif, ce n'est pas juste l'industrie. Et puis, il ne faut pas oublier que l'État ne peut pas tout de Lionel Jospin, ça a durablement traumatisé la gauche. Et que Montebourg se fait pour mission d'incarner l'anti-l'État ne peut pas tout. Alors, ce n'est pas l'État peut tout, mais en tout cas, c'est l'État essaye tout. Et Jean-Marc Ayrault, parce qu'on voit là qu'il a été beaucoup plus en retrait. Pourquoi? D'abord, Jean-Marc Ayrault, il était loin. Oui, bien sûr. Ensuite, par caractère, enfin, je veux dire, Arnaud Montebourg et Jean-Marc Ayrault, c'est deux caractères très très différents. Jean-Marc Ayrault, c'est la prudence dans les déclarations publiques. Arnaud Montebourg, c'est l'incarnation de on essaye tout et jusqu'au bout. Donc voilà. Je pense que sur Petroplus, ils n'avaient pas la même conception de ce que devait être la communication. Mais bon, le Premier ministre était loin. Et oui, il a laissé sur d'autres sujets, ligne. le Premier ministre a à ce moment-là fait des déclarations, notamment sur la PMA depuis le Cambodge. Donc on aurait pu imaginer qu'il fasse une déclaration publique sur ce sujet-là. Donc c'est un choix. Petroplus, c'est risqué. Hein. On n'a pas encore le résultat. Je veux dire, le ministre s'est avancé. Maintenant, il faut voir. Hein. D'accord. Donc ils n'ont pas la même définition du risque. Et c'est la limite du rôle d'Arnaud Montebourg. C'est-à-dire que, certes, il veut être le ministre qui tente tout, etc., etc. S'il prend trop de revers significatifs, au bout d'un moment, c'est la valeur de sa parole publique qui sera mise en doute. Il n'en est pas là, mais c'est le risque. Ouais, juste un mot très court là-dessus, vous pensez? Vous dites qu'il n'y a pas de risque? Il y a une différence entre la parole publique et l'action. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations lourdes qui valent pour acte fondateur et il y a l'action. Si vous regardez bien, des déclarations lourdes qui valent pour acte fondateur, il n'y en a pas eu 600 000. Donc, il n'y aura pas 600 000 choses à reprocher. On pourra parler de est-ce que oui ou non on nationalise ou pas en 2013. Ça, on pourra en parler. Je ne crois pas qu'on pourra parler de beaucoup d'autres choses que de ce point-là. Par contre, sur le reste, restera une présence décisive qui, par le poids physique, montre l'intention. D'accord. Alors, vous disiez effectivement sur Florange qu'à un moment, François Hollande avait été obligé de s'exprimer, mais enfin, globalement, il a quand même été beaucoup moins en avant ces derniers temps sur ces questions de désindustrialisation qu'il ne l'a été au début de son mandat. Lors, on s'en souvient, de l'annonce du plan social de PSA, c'était le 14 juillet, et à l'époque, il était très, très offensif. On l'écoute. Vous me posez la question, est-ce que l'État peut rester indifférent? Non. Lionel Jospin avait dit à l'époque, l'État ne peut pas tout faire. L'État ne laissera pas faire. Ce plan, en l'état, n'est pas acceptable. Donc il ne sera pas accepté. À partir de là, il faut engager une concertation pour qu'il n'y ait aucun licenciement sec chez Peugeot. C'est-à-dire des entreprises qui vont s'engager à reprendre les salariés. Qu'il y ait des solutions qui soient proposées pour chaque salarié. Que le nombre de suppressions d'emplois soit réduit, qu'il y ait la recherche d'alternatives à ces suppressions d'emplois. Voilà, l'État ne laissera pas faire, ce plan n'est pas acceptable. Bref, c'est le refus total sur un ton catégorique, mais quelques semaines plus tard, le ton n'est plus le même, on le réécoute. Lorsque les plans sociaux sont engagés, ce sont les partenaires sociaux qui doivent les négocier.
demain, nous aurons sans doute des procédures qui seront plus efficaces, qui empêcheront justement qu'il y ait ces plans qui arrivent trop tard. De façon autoritaire par rapport aux entreprises? Non, j'ai dit qu'il y aurait une négociation. Mais s'ils ne se mettent pas d'accord? Si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord... Peugeot, c'est bien le problème, c'est le cas. Là, en l'occurrence, ils doivent trouver des compromis pour qu'il y ait moins d'emplois supprimés et plus de reconversion. Et l'État accompagnera ce mouvement de reconversion. Ça, c'était pour le rétropédalage de François Hollande. Quant à Arnaud Montebourg, lui aussi très virulent sur les actionnaires de PSA, eh bien, il attendra le mois de janvier, mais pour faire un vrai mea culpa. On l'écoute. Je vais vous faire d'abord une confidence, c'est que j'ai beaucoup d'estime pour M. Varin. Voilà, ça commence. Qui est un homme très droit. Très bien, voilà. Je vais vous le dire. Oui, tout le monde le dit d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas facile pour lui. Voilà. Et si vous voulez me faire dire que on aurait pu s'y prendre autrement, voilà. Je pense que je peux vous le dire. Ben voilà, ben c'est bien. Voilà, bon, il y a en face quelqu'un qui lui donne un bon point. On verra si l'avis est partagé sur ce plateau. Que pensez-vous de ces deux rétropédalages dans des styles quand même très très différents? Je trouve que François Hollande a écouté Philippe. Parce que la première intervention, il est dans l'État fera. Et la deuxième, on le voit bien, il dit l'État va accompagner les négociations. Donc il a bien compris entre les deux, ou il admet entre les deux que l'État ne peut pas tout, de façon extrêmement habile. Et sur la fameuse phrase qu'il ne faut pas prononcer, mon Dieu. Et sur Montebourg, j'allais dire, il y a eu le Montebourg-Varin acte 1 avant l'été, où on sort les muscles et on est dans l'idéologie. Et on a le Montebourg pragmatique, ministre, qui en même temps, après quelques mois aux affaires, est plus subtil. Philippe Lenchener, lequel s'y prend le mieux selon vous? Je ne sais pas. Je crois que paradoxalement, Peugeot n'était pas personnellement le sujet. C'est-à-dire que quand Arnaud Montebourg arrive, il faut faire comprendre à un pays qui n'est ni anti-industriel ni pro-industriel, mais qui est a-industriel, qu'il y a un sujet. Et que ce sujet, c'est la désertification industrielle qui nous attend, parce qu'il faut comprendre qu'en 20 siècles, la France n'aura été industrielle que 50 ans. D'accord, donc il faut faire comprendre des gens à la France, il faut faire comprendre des choses à la France au début. Et le problème, c'est, hélas, c'est tombé sur Peugeot, et tout comme c'est tombé sur Mittal, mais il fallait taper pour créer des sujets. Et s'il ne tape pas, il ne crée pas de sujet. Je ne dis pas par là que c'est bien de l'avoir fait et tout. Non, je comprends. Je dis juste que désormais, c'était un sujet. C'est un sujet qui s'est imposé. Et maintenant, c'est un sujet, parce que juste l'industrie, c'est rien en France. Vous êtes dans un pays où Méline et Pétain, la terre ne ment pas, etc. C'est fondamental. Il y a quand même la gestion d'une marche arrière. La question, c'est sur cette gestion de la marche arrière, lequel s'y prend le mieux selon vous et qu'est-ce que ça vous inspire? Il y en a un qui n'a pas de problème avec la gestion de la marche arrière parce qu'il n'est ni en marche arrière ni en marche avant, il est en process constant. Et Arnaud Montebourg est en process constant. Et dans les process, vous avez le droit de revisiter la façon dont vous vous exprimez. Par ailleurs, il y a un côté quand même assez rare, donc très sympathique à ce qu'un ministre dise « je m'excuse ». Un ministre d'un politique. On aurait pu s'y prendre. Mais c'est la même chose. Je trouve que c'est assez honorable et il faut lui donner ça. Même si c'est dans une interaction où on se demande, c'est rare qu'on se demande effectivement s'il l'a prévu, s'il s'est fait entraîner. Un petit mot là-dessus. C'est des choses que vous avez réentendues, vous, en tant que journaliste politique, dans sa bouche, ce genre de, entre guillemets, mea culpa, où c'est dans l'instant, porté par l'instant. En fait, quand les Échos, dont moi l'avais rencontré fin novembre et qu'on discutait de Florange, mais aussi de PSA, il nous avait dit, si à l'époque j'avais su le véritable état de l'entreprise, je n'aurais pas dit ça. Donc il l'avait déclaré, il avait fait son mea culpa, etc. Alors pour terminer l'émission, puisqu'on a vu qu'il y avait une gestion de communication politique assez sensible, eh bien, je voulais vous montrer quelques archives pour voir comment, en d'autres temps, d'autres leaders de gauche s'y sont pris face à de tels sujets. On commence par Lionel Jospin, pris à partie par des salariés de Danone menacés de licenciement. Donc nous, demain, on est viré d'une boîte comme Danone qui fait 5,5 milliards de bénéfices, et ils nous virent justement pour gagner encore plus d'argent. Qu'est-ce qu'on attend le gouvernement pour faire des choses? On ne peut pas imposer comme ça à chaque entreprise de lui imposer sa loi. C'est pas comme ça. L'économie n'est pas organisée. On est là, nationaliser l'industrie, nationaliser ça, et conserver l'emploi. Mais bien sûr, à chaque fois qu'il y a un plan social, on doit nationaliser. Justement, qu'est-ce qu'on va faire avec 4 000 francs pour vivre? On a quand même créé des emplois massivement en France. Mais le chômage a reculé également extrêmement fortement. Ça n'empêche pas. Non, mais vigilant quand même. C'est pas vrai. Voilà, lui non plus n'a pas nationalisé, sauf qu'il l'annonçait clairement. Quant à François Mitterrand, eh bien, lui aussi a connu de nombreuses fermetures de sites sidérurgiques pendant qu'il était président de la République, mais il préférait cibler ses déplacements. Ça a été une vraie stratégie dans des usines qui marchaient, dans des lieux qui marchent. Écoutez-le. Le choix présidentiel s'est porté sur l'usine de textile Big Chief, achetée depuis 8 ans par le groupe Biedermann.
une usine spécialisée dans le prêt-à-porter, mais qui connaît depuis des années de sérieuses difficultés. La direction, prenant le taureau par les cornes, a décidé d'abandonner le prêt-à-porter féminin non rentable et d'informatiser prochainement les postes de travail. La France doit rester, pour rester dans la compétition, doit constamment s'adapter aux évolutions de la science et de la technique, c'est-à-dire avoir des femmes, des hommes adaptés aux responsabilités, aux activités, aux entreprises d'aujourd'hui. Sans quoi, la France sera de plus en plus dominée par la compétition extérieure. Et l'objectif, il est de faire de la France un grand pays, capable de tenir son rang, ce qui passa par une vanité nationale, mais par un orgueil légitime de ce que représente la France dans le monde. Alors, il y a deux choses. C'est qu'on se rend compte, effectivement, vous l'aviez évoqué, qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel est plutôt uniquement sur le terrain défensif et qu'à l'époque, tant Lionel Jospin qui fait valoir les emplois créés, alors peut-être il y a moins de choses à faire valoir aujourd'hui, mais enfin, est quand même sur ce terrain-là. François Mitterrand va dans des usines qui marchent. Enfin, on a l'impression qu'ils essayaient d'être peut-être plus sur le terrain offensif qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Guy Elvez? Est-ce qu'ils devraient s'inspirer de leur exemple, les dirigeants d'aujourd'hui, ou alors c'est plus possible, le contexte a changé? Le contexte a changé, oui. Est-ce qu'on est en face de deux visions des choses? Soit on a un discours optimiste, parce que quelque part, il y a une part toujours d'optimisme dans le discours économique, et il faut soutenir un discours optimiste. Soit on montre du doigt ce qui ne marche pas, et il y a quand même un discours un peu anxiogène. Aujourd'hui, effectivement, et je le regrette, on est vraiment dans un discours anxiogène, où on ne voit que ce qui ne va pas. Mais la question, c'est est-ce que le discours qui est anxiogène, ou alors c'est l'état de la société qui est anxiogène, qui fait que le discours politique ne peut être qu'anxiogène face à l'état de la société? Je pense que les hommes politiques se nourrissent aujourd'hui beaucoup de la peur, et que ça les fait vivre. Oui, un petit mot, Denis Bertrand et puis Philippe Lachener. Le contraste est quand même frappant, évidemment, entre les deux discours. Les contextes sont différents, mais Mitterrand, il élève le débat et il pose son discours sur un principe d'utopie. L'horizon, c'est la grandeur de la France. C'est la grandeur de la France. Mitterrand, on l'a remarqué, on a visionné pas mal d'extraits, évite toujours les sujets concrets. Oui. Il se place toujours sans couder au-dessus, comme ça. C'est ça, parce que ça donne évidemment une très grande efficacité. En même temps, il évite la problématique réelle et concrète par tout ce parcours qui dresse en quelques mots de la formation initiale à la formation continue, à la grandeur, etc. Oui, mais enfin, il parle quand même de la productivité, il tient quand même tout un discours économique qu'il veut optimiste. Philippe Lachener, ce serait possible aujourd'hui, vous pensez? Alors, Lionel Jospin, là, vous avez tout ce qu'il ne faut pas faire, hélas, mais voilà. Et en fait, c'est la synthèse de l'émission d'aujourd'hui. Sa présence, il ne se connecte pas au monde dont il a la charge. Il ne reconnaît pas la part d'inconnu et donc le fait qu'il faut engager un process et un mouvement. Et on verra bien si on peut influer. Et en fait, il est déjà dans son bilan et dans sa campagne. François Mitterrand, c'est autre chose. Vous êtes dans une société non participative. Vous êtes dans une société où les médias sociaux n'existent pas encore et où la mise en scène peut occuper 100% de la place et où le happening est franchement très très difficile. Donc, on est plus dans la performance. Puis alors, en plus, comme l'acteur est exceptionnel, il y a en plus un truc. Mais je pense que donc les deux, l'un en anti-modèle, malgré tout ce qu'il a pu faire, mais l'un en anti-modèle, et puis l'autre dans un monde qui de toute façon n'existe plus. Parce qu'on aurait eu du fast-checking le lendemain, il y aurait eu du tweet en même temps. Les images. Voilà, donc François Mitterrand, tout ça, mais c'est rigolo, c'est marrant à voir. Vous avez là, sur les deux dernières images entre Mitterrand et Jospin, le dilemme entre le rôle du Premier ministre, qui est celui de la gestion de la France, et le rôle du président, qui n'est pas au quotidien, il est sur la vision de la France. Et ben, je pense que la vérité est au milieu, il ne faut pas s'arrêter La vérité est au milieu, Philippe Lachener. La politique, c'est prendre en charge le destin d'un collectif humain avec le devoir de le mener et le diriger. Sans se soucier du risque. Voilà, on verra si... on verra, voilà. Pas forcément, mais parfois. Bon, merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Enguerrand-Fabre qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Cécile Boutin qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les. 45. Ah oui, il y a quand même 8. Ah, donc il y a 8 minutes à couper. Ouais, c'est pour ça que j'étais un peu parfois... Ça va taper. Ça va taper. Non, 8 minutes, non, ça va. Merci.